Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal sur Télé Liban. Voici les principales informations de ce jour. Le Premier ministre Nawaf Salam a été reçu à l'Élysée pour une rencontre cruciale avec le président français Emmanuel Macron. Au cœur des discussions, le soutien de la France aux réformes politiques et économiques au Liban, la situation sécuritaire préoccupante dans le sud et les efforts diplomatiques visant à éviter une escalade régionale. Une visite placée sous le signe de la coopération franco-libanaise et de la stabilité. Alors que les étés se font de plus en plus secs et plus chauds encore, le Liban se dote d'un plan national de gestion des incendies de forêt, une nécessité face à la recrudescence des feux dévastateurs dans les régions boisées. Coordination interinstitutionnelle, surveillance aérienne, intervention rapide et sensibilisation communautaire, ce dispositif ambitieux vise à mieux prévenir, détecter et maîtriser les incendies avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Mardi, les ministères de l'Environnement et de l'Agriculture, en partenariat avec le Conseil national de la recherche scientifique et la défense civile, ont présenté leur plan annuel de gestion des incendies de forêt. Un plan, surnommé Ne jouez pas avec le feu, principalement axé sur la décentralisation et la coopération entre les citoyens et l'État. Dans la lutte contre les incendies, la centralisation ne nous intéresse pas. Au contraire, nous travaillons avec les municipalités, les premiers intervenants et les gens présents sur le terrain. Parce que dans un incendie, les 10 premières minutes sont décisives. Si on arrive à intervenir dans ce laps de temps, les personnes formées peuvent maîtriser le feu. Plus il y a de gens sur place capables d'agir rapidement, plus on peut réduire la durée et la propagation des incendies. C'est pourquoi nous travaillons avec la défense civile, avec l'unité de gestion des risques et avec les acteurs locaux. L'objectif est de renforcer les premiers intervenants pour qu'ils puissent recevoir l'information, la traiter rapidement et intervenir au bon moment. Pour assurer une efficacité de ce dispositif, la ministre de l'Environnement, Tamara Zein, a annoncé une augmentation des effectifs des gardes environnementaux. De son côté, le CNRS enregistre et analyse avec précision et rigueur les différentes données relatives aux incendies de forêt afin d'en produire des études qui rendraient la réponse et la prévention des incendies plus efficaces. Ils ont aussi développé une application, Lab Alerts, qui rend ces données accessibles au grand public sous forme de cartes ou de graphes. Les citoyens peuvent également y signaler de façon simple un feu de forêt près de chez eux. Alors que le réchauffement climatique rend les forêts de plus en plus vulnérables aux flammes, il est essentiel de multiplier les efforts pour préserver ce qu'il en reste. Adour Tsfer, Télé Liban. Une nouvelle étape dans les négociations autour de Gaza. Israël confirme avoir reçu la réponse officielle du Hamas à sa proposition de trêve de 60 jours. Après 2 semaines de négociations indirectes menées au Qatar, les médiateurs tentent toujours d'arracher un accord entre les deux parties, malgré des divergences persistantes. Après plus de 2 semaines de négociations menées à distance par des médiateurs qatariens, le Hamas a remis sa réponse à la proposition de cessez-le-feu israélien. Israël, de son côté, affirme l'avoir reçu et indique l'examiner. Dans un bref communiqué, le bureau de Benjamin Netanyahou affirme que l'équipe de négociation israélienne analyse les éléments transmis. Parmi eux, des amendements aux conditions humanitaires, des cartes détaillant les zones dont l'armée israélienne devrait se retirer et une demande de garantie pour une fin définitive de la guerre. Une source palestinienne proche des négociations souligne que le Hamas veut s'assurer que la trêve ne soit pas simplement temporaire, mais qu'elle mène vers une désescalade durable. L'accès de l'aide humanitaire reste un point de friction majeur. Le Hamas exige un flux continu et sécurisé vers les zones les plus touchées, tandis qu'Israël conditionne cela au respect du cessez-le-feu et à la libération de ses otages. Autre sujet sensible, le retrait militaire. Le Hamas veut un désengagement clair des forces israéliennes de certaines zones. Israël, de son côté, redoute de perdre son levier sécuritaire sur le terrain. La proposition actuelle prévoit la libération de 10 otages israéliens,
en échange d'un nombre encore indéfini de prisonniers palestiniens. Mais aucun calendrier n'a été fixé. Alors que les combats se poursuivent, les populations civiles, épuisées, espèrent un accord qui mettrait fin à des mois de souffrance. Mais les désaccords politiques, eux, restent entiers. Steve Witkoff, l'envoyé américain, est attendu en Europe cette semaine pour tenter de débloquer la situation. Un couloir humanitaire a déjà été accepté par les deux camps selon Washington. Mais sur le terrain, l'urgence humanitaire s'aggrave. Les ONG dénoncent un siège prolongé et une famine rampante. La population civile continue de payer le prix de l'impasse politique. Un cessez-le-feu peut-être, mais tant que la paix durable reste hors de portée, Gaza ne connaît toujours pas de répit. À Istanbul, Russes et Ukrainiens se sont à nouveau réunis pour tenter de rapprocher leurs positions. Si un échange de prisonniers a été conclu, les divergences restent profondes. Dans ce contexte de guerre prolongée, Washington vient d'approuver une nouvelle vente d'armes à l'Ukraine. En effet, sur les rives du Bosphore s'est tenue la 3e session de négociations directes entre la Russie et l'Ukraine, un rendez-vous express à peine 1 heure d'échange pour constater l'impasse. Nos positions sont toujours très éloignées, a reconnu le chef de la délégation russe Vladimir Medinsky. Seul point d'accord, un nouvel échange de 1200 prisonniers de chaque côté et la restitution de 3000 corps de soldats ukrainiens, une mesure humanitaire certes, mais bien loin d'un accord de paix. Moscou propose aussi des trêves de 24 à 48 heures pour récupérer les blessés sur le front. Kiev, de son côté, souhaite une rencontre entre les présidents Zelensky et Poutine d'ici fin août. Les discussions devaient porter sur les mémorandums échangés en juin, mais les exigences restent incompatibles. La Russie réclame la cession de 4 régions et la fin de l'adhésion à l'OTAN. L'Ukraine, elle, exige le retrait total des troupes russes et la poursuite des livraisons d'armes occidentales. Sous pression du président américain Donald Trump, qui a donné 50 jours à Moscou pour trouver un accord, ces pourparlers apparaissent plus politiques que réellement opérationnels. Nouvelle démonstration de force à Pyongyang. Kim Jong-un a exhorté ses soldats à se préparer à la vraie guerre et durant un exercice d'artillerie. Une déclaration qui intervient dans un contexte de coopération militaire croissante entre la Corée du Nord et la Russie, alors que la guerre en Ukraine se poursuit. Un décor martial, une rhétorique musclée. Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen, était sur le terrain pour assister à un exercice de tir d'artillerie. Entouré de hauts responsables militaires, il a profité de cette démonstration pour galvaniser ses troupes. Selon l'agence officielle KCNA, le leader nord-coréen a appelé ses soldats à se préparer à la vraie guerre, les enjoignant à être prêts à détruire l'ennemi dans chaque bataille. Le lieu précis de la manœuvre n'a pas été communiqué, mais les images témoignent de la puissance de feu déployée. Selon des experts, ce genre de discours belliqueux n'est pas nouveau, mais il prend une dimension particulière aujourd'hui, alors que la Corée du Nord renforce sa coopération militaire avec la Russie. Depuis plusieurs mois, Pyongyang envoie à Moscou des obus et des missiles, utilisés notamment sur le front ukrainien. Dernièrement, des sources militaires ont rapporté la présence de combattants nord-coréens au nord de l'armée russe dans la région de Koursk, que Moscou affirme avoir totalement reconquise fin avril. Une alliance qui semble se renforcer à mesure que l'isolement diplomatique des deux pays s'intensifie. Pour certains analystes, la Corée du Nord tente de s'imposer comme un acteur militaire crédible et indispensable pour le Kremlin. Toujours selon eux, Pyongyang cherche à capitaliser sur la guerre en Ukraine pour tester ses capacités et envoyer un message clair aux États-Unis et à la Corée du Sud. Alors que la tension reste vive dans la péninsule coréenne et que le conflit en Ukraine s'enlise, la militarisation croissante de la Corée du Nord inquiète bien au-delà de ses frontières. Et voici une information un peu plus positive. Au Soudan, pays ravagé par la guerre depuis plus de 2 ans, le football fait un timide retour. Dans quelques villes encore épargnées par les combats, la Ligue nationale reprend, offrant un souffle d'espoir et de normalité à une population épuisée. Un chant, des couleurs, des cris de joie, à Berbère dans le nord du Soudan, le football est de retour. Après plus de 2 années de guerre,
La Ligue soudanaise reprend timidement vie dans 3 villes sous contrôle de l'armée. C'est un retour magnifique, lance Ahmed Taj, venu acclamer son équipe fétiche Al-Hilal. Face à Hay el-Wadi, les supporters retrouvent une passion longtemps suspendue. Depuis avril 2023, la guerre entre l'armée et les paramilitaires a plongé le pays dans l'une des pires crises humanitaires au monde. Des millions de déplacés, des villes dévastées et une capitale Khartoum en ruine. Mais aujourd'hui, pour Ahmed Abdelrahman, capitaine d'Al-Hilal, l'heure est à la fierté. Après une saison passée en Mauritanie, il joue enfin devant ses supporters. Jibril Mohamed Nour, capitaine de Hay al-Wadi, partage ce moment, mais le cœur lourd. Son équipe jouait autrefois à Niala, aujourd'hui contrôlée par les paramilitaires. Bombardée, vidée de ses habitants, la ville est inapprochable. Malgré des infrastructures dégradées, l'enthousiasme reste intact. Tant qu'on peut jouer, on peut reconstruire, affirme Shawki Gharib, l'entraîneur égyptien d'Al-Merrikh. La fédération, elle, pense déjà à la saison prochaine. On espère que chaque équipe pourra jouer chez elle. Dit Mohamed Abdessami. Un ballon en mouvement, un but marqué, un cri dans la nuit. C'est peu, mais c'est déjà beaucoup pour un pays qui tente de se relever un match à la fois. Et sur ce, nous terminons ce journal. Merci et bonsoir.